La République de Platon, livre troisième, suite. Or, Glaucon, demandai-je, ceux qui ont fondé l'éducation sur la musique et la gymnastique, l'ont-ils fait pour former le corps par l'une et par l'autre l'âme? Pourquoi cette question? Il y a chance, dis-je, que l'une et l'autre aient été établies principalement pour l'âme. Comment donc? N'as-tu pas remarqué quelle est la disposition d'esprit de ceux qui s'adonnent à la gymnastique toute leur vie et ne touchent pas à la musique, ou de ceux qui font le contraire? De quoi parles-tu? De la rudesse et de la dureté des uns, et de la mollesse et de la douceur des autres. Oui, j'ai remarqué que ceux qui s'adonnent à une gymnastique sans mélange y contractent trop de rudesse, et que ceux qui cultivent exclusivement la musique deviennent plus mous que la décence ne le voudrait. Et cependant, c'est l'élément généreux de leur nature qui produit la rudesse. Bien dirigé, il deviendrait courage, mais trop tendu, il dégénère en dureté et en mauvaise humeur, comme il est naturel. Il me le semble. Mais quoi? Et la douceur n'appartient-elle pas au naturel philosophe? Trop relâchée, elle l'amollit plus qu'il ne se doit. Mais bien dirigée, elle l'adoucit et l'ordonne. C'est cela. Et il faut, disons-nous, que nos gardiens réunissent ces deux naturels. Il le faut en effet. Ne faut-il donc pas les mettre en harmonie l'un avec l'autre? Sans doute. Et leur harmonie ne rend-elle pas l'âme tempérante et courageuse? Tout à fait. Tandis que leur désaccord le rend lâche et grossière? Certainement. Si donc un homme permet à la musique de le ravir au son de la flûte et de verser en son âme, par le canal des oreilles, ces harmonies douces, molles et plaintives dont nous parlions tout à l'heure, s'il passe sa vie à fredonner, brillant de joie à la beauté du chant, tout d'abord il adoucit l'élément irascible de son âme, comme le feu amollit le fer et le rend utile, d'inutile et de dur qu'il était auparavant. Mais s'il continue à se livrer au charme, son courage ne tarde pas à se dissoudre et à se fondre, jusqu'à se réduire à rien, à être excisé comme un air de son âme, le laissant guerrier sans vigueur. C'est parfaitement vrai, dit-il. Et s'il a reçu de la nature une âme sans courage, ce résultat ne se fait pas attendre. Si au contraire il est né ardent, son cœur s'affaiblit, devient impressionnable et prompt, pour des vétilles, à s'emporter et à s'apaiser. Au lieu de courageux, le voilà irritable, coléreux et plein de mauvaise humeur. Très certainement. D'autre part, qu'advient-il s'il se livre tout entier à la gymnastique et à la bonne chère, sans se soucier de la musique et de la philosophie? Tout d'abord, le sentiment de ses forces ne l'emplit-il pas de fierté et de courage, et ne devient-il pas plus brave qu'il n'était? Assurément. Mais s'il ne fait rien d'autre, et n'a point commerce avec la muse, eut-il dans l'âme quelque désir d'apprendre, comme il ne goûte à aucune science, ne participe à aucune recherche, à aucune discussion, ni à aucun autre exercice de la musique, ce désir devient faible, sourd et aveugle. Il n'est ni éveillé, ni cultivé, ni dégagé de la gangue des sensations. Il en est ainsi, dit-il. Dès lors, je pense, un tel homme devient ennemi de la raison et des muses. Il ne se sert plus du discours pour persuader. En tout, il arrive à ses fins par la violence et la sauvagerie, comme une bête féroce, et il vit au sein de l'ignorance et de la grossièreté, sans harmonie et sans grâce. C'est parfaitement exact. Pour ces deux éléments de l'âme, apparemment, le courageux et le philosophique, un Dieu, dirais-je, a donné aux hommes deux arts, la musique et la gymnastique. Il ne les a point donnés pour l'âme et le corps, si ce n'est par incidence, mais pour ces deux éléments-là, afin qu'ils s'harmonisent entre eux, étant tendus ou relâchés jusqu'au point convenable. Il le semble. Par suite, celui qui mêle avec le plus de beauté la gymnastique à la musique, et dans la meilleure mesure les applique à son âme, celui-là, dirons-nous très justement, est parfait musicien et parfait harmoniste, bien plus que celui qui règle entre elles les cordes d'un instrument. Nous le dirons très justement, Socrate.
Nous aurons donc besoin aussi, dans notre cité, Glaucon, d'un chef préposé à régler ce mélange, si nous voulons sauver notre constitution. Assurément, nous en aurons le plus grand besoin. Tel est notre plan d'enseignement et d'éducation dans ses lignes générales, car à quoi bon nous étendre sur les danses de nos jeunes gens, leur chasse avec ou sans meute, leur compétition gymnique et hippique. Il est assez clair que les règles à suivre en cela dépendent de celles que nous avons posées et qu'il n'est pas difficile de les trouver. Peut-être, dit-il, n'est-ce pas difficile. Admettons-le, poursuivis-je. Après cela, que nous restera-t-il à déterminer? N'est-ce pas le choix des citoyens qui doivent commander ou obéir? Sans doute. Or, il est évident que les vieillards devront commander et les jeunes obéir. C'est évident. Et que parmi les vieillards, il faut choisir les meilleurs. C'est évident aussi. Mais les meilleurs d'entre les laboureurs ne sont-ils pas plus aptes à cultiver la terre? Si. Donc, ne faut-il pas que nos chefs, puisqu'ils doivent être les meilleurs d'entre les gardiens, soient les plus aptes à garder la cité? Si. Et cela ne demande-t-il pas de l'intelligence, de l'autorité, du dévouement à l'intérêt public? Certainement. Mais n'est-on pas surtout dévoué à ce qu'on aime? Il y a nécessité. Or, un homme aime surtout ce qu'il croit en communauté d'intérêt avec lui, ce dont il considère la réussite comme la sienne et l'insuccès comme le sien. Oui, dit-il. Nous choisirons donc parmi les gardiens ceux qui, après examen, nous paraîtront devoir faire pendant toute leur vie et de toute leur bonne volonté ce qu'ils considèrent comme profitable à la cité sans jamais consentir à faire le contraire. Voilà en effet ce qui convient, approuva-t-il. Je crois donc qu'il faut les observer à tous les âges pour voir s'ils restent fidèles à cette maxime et si, fascinés ou contraints, ils n'abandonnent ni n'oublient l'opinion qui leur impose de travailler au plus grand bien de la cité. Qu'entends-tu par cet abandon? Demanda-t-il. Je vais te le dire, répondis-je. Il me semble qu'une opinion sort de l'esprit volontairement ou involontairement. Sort volontairement l'opinion fausse quand on est détrompé, involontairement toute opinion vraie. Pour ce qui est de la sortie volontaire, je comprends, mais pour ce qui est de l'involontaire, j'ai besoin d'explications. Quoi donc? Ne penses-tu pas avec moi que les hommes sont involontairement privés des biens et des maux volontairement? Or, se faire illusion sur la vérité, n'est-ce pas un mal? Être dans le vrai un bien? Tu as raison, dit-il, et je crois que c'est involontairement qu'on est privé de l'opinion vraie. Et l'on en est privé par vol, par fascination ou par violence. Voilà encore que je ne comprends pas. Je m'exprime apparemment, repris-je, à la manière des tragiques. Je dis qu'on est volé quand on est dissuadé ou que l'on oublie parce que le temps dans un cas, dans l'autre la raison, vous ravisse votre opinion à votre insu. Comprends-tu maintenant? Oui. Je dis qu'on est victime de violence quand le chagrin ou la douleur vous force à changer d'opinion. Je comprends cela aussi et c'est exact. Donc, tu diras, je pense, avec moi que l'on est fasciné quand on change d'opinion sous le charme du plaisir ou l'oppression de la crainte. En effet, avoua-t-il, tout ce qui nous trompe semble bien nous fasciner. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, il faut chercher les plus fidèles gardiens de cette maxime qui prescrit de travailler à ce que l'on regarde comme le plus grand bien de la cité. Il faut les éprouver dès l'enfance, en les engageant dans des actions où l'on peut surtout l'oublier et être trompé, puis choisir ceux qui se souviennent, qui sont difficiles à séduire, et exclure les autres, n'est-ce pas? Oui. Et il faut pour leur imposer des travaux, des douleurs, des combats, en quoi on s'assurera de leur constance. C'est juste, dit-il. Or donc, poursuivis-je, nous devons les faire concourir dans une troisième sorte d'épreuve, celle de la fascination, et les observer. De même que l'on conduit les poulains au milieu des bruits et des tumultes pour voir s'ils sont craintifs, il faut pendant leur jeunesse transporter les guerriers au milieu d'objets effrayants,
puis les ramener vers les plaisirs pour éprouver, avec bien plus de soin que l'on éprouve l'or par le feu, s'ils résistent au charme et se montrent décents en toutes ces conjonctures, s'ils restent bons gardiens d'eux-mêmes et de la musique qu'ils ont apprise, s'ils se conduisent toujours avec rythme et harmonie, et sont enfin capables de se rendre éminemment utiles à eux-mêmes et à la cité. Et celui qui aura subi les épreuves de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge viril, et en sera sorti pur, nous l'établirons chef de la cité et gardien. Nous l'honorerons pendant sa vie et après sa mort, lui accordant l'insigne récompense de tombeau et de monument à sa mémoire. Mais celui qui ne sera pas tel, nous l'exclurons. Voilà, Glaucon, de quelle façon doit se faire, à mon sens, le choix des chefs et des gardiens, à ne le décrire qu'en général et sans entrer dans le détail. Je partage ton avis, dit-il. Par suite, pour être vraiment aussi exact que possible, ne convient-il pas d'appeler d'une part gardiens accomplis ceux qui veillent sur les ennemis de l'intérieur et les amis de l'intérieur, afin d'ôter aux uns la volonté, aux autres le pouvoir de nuire, et de donner d'autre part aux jeunes gens que nous appelions tout à l'heure gardiens le nom d'auxiliaires et de défenseurs de la pensée des chefs? Il me le semble. Maintenant, repris-je, quels moyens aurons-nous de faire croire quelque noble mensonge, l'un de ceux que nous avons qualifiés tantôt de nécessaires, principalement aux chefs eux-mêmes, et sinon aux autres citoyens? Quel mensonge s'enquit-il? Un qui n'est point nouveau, mais d'origine phénicienne, répondis-je. Il concerne une chose qui s'est déjà passée en maints endroits, comme les poètes le disent et l'ont fait croire, mais qui n'est point arrivée de nos jours, qui peut-être n'arrivera jamais, et qui, pour qu'on l'admette, demande beaucoup d'éloquence persuasive. Comme tu parais hésiter à parler, tu verras quand j'aurai parlé que j'ai bien raison d'hésiter. Mais parle et ne crains point.